Bonjour, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur les innovations pour aller plus loin dans la politique handicap. Je vais en profiter donc juste pour me présenter. Je suis Clémentine Marchal, directrice associée du cabinet Sémaphore en charge des sujets organisation, management et ressources humaines. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre aujourd'hui Martinez, qui est expert handicap et responsable de mission conseil handicap chez Sémaphore. On va du coup avoir une petite heure pour parler des sujets handicap dans la fonction publique. Donc, en tout cas, je vous propose là juste qu'on démarre. Je vais vous préciser que c'est enregistré, hein, ce webinaire. Par contre, même si on va utiliser l'enregistrement pour faire un replay derrière, ce qui est important de savoir, c'est que tout est anonymisé, hein. Évidemment, en fait, on ne va pas utiliser les parties où vous partagez éventuellement des expériences pour que ce soit voilà, anonyme et qu'on garde la substantifique moelle de ce que Alexandre va nous partager. Et dernière chose avant de démarrer également, on ne se concentrera pas sur les politiques achats aujourd'hui, hein. Ça peut faire partie en fait d'une politique handicap. Ça serait beaucoup trop long. En fait, déjà, on va se concentrer sur la partie employeur de la politique handicap. Et donc, les achats responsables, ça ne fera pas partie de notre débat aujourd'hui, mais on programmera potentiellement un webinaire la prochaine fois. Eh bien, je vous propose qu'on démarre et donc que Alexandre puisse, merci, démarrer. Bonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. L'idée de ce webinaire, en effet, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à des pratiques innovantes pour déployer sa politique handicap. Ici, on vous présente les principaux axes qu'on va développer dans le cadre de ce webinaire. On va commencer par forcément le pilotage de la politique handicap, réfléchir aussi à ce déploiement stratégique qui va permettre, au travers du pilotage, d'aller irriguer à la fois les pratiques de recrutement et d'intégration, les pratiques de maintien dans l'emploi, des pratiques de reclassement, de sensibilisation et qui vont elles-mêmes pouvoir permettre d'enrichir ce pilotage. Il faut savoir quand même que déployer une stratégie handicap, une politique handicap, ça répond à plusieurs objectifs. Forcément l'obligation légale, même si dans la fonction publique, on est plutôt proche ou au-dessus de l'obligation des 6%, hein, mais c'est aussi un enjeu, on a aussi des enjeux multiples, notamment maintenir dans l'emploi les agents, réduire les coûts liés à l'absentéisme, engager les collectifs de travail, conserver les compétences. On va avoir aussi cette idée, en déployant une politique de recrutement inclusive, d'attirer des nouveaux talents vers l'action publique. Ça peut être aussi, pour la partie GPEC, d'aller anticiper les besoins des agents dans la seconde partie de leur carrière, accompagner la montée en compétences des managers qui vont être des relais, on le verra tout du long de ce webinaire, ils vont revenir à plusieurs endroits, les encadrants, qui vont être des véritables relais de la politique handicap et être aussi forcément un outil de performance sociale au service de l'organisation. Et ce qu'on va se dire, c'est que là, on va vous proposer de partager certains éléments avec Alexandre sur des innovations qui peuvent approfondir une politique handicap. Mais bien sûr, ça se veut participatif et donc voilà, vous n'hésiterez pas à nous interrompre pour poser des questions, mais aussi pour partager des retours d'expérience. On va commencer par justement cette idée de pilotage qui doit être concerté, hein, et d'où l'intérêt de la pluridisciplinarité. Le pilotage, il doit être inscrit dans une stratégie justement pluridisciplinaire avec différents acteurs et à différents niveaux. Tout simplement, pour avoir une vision opérationnelle, on va mobiliser peut-être le référent handicap, le chargé de mission handicap, on va mobiliser les services prévention santé, on peut aussi mobiliser les services RH, mais il faut aussi associer les acteurs institutionnels, notamment le FIPHFP, peut-être aussi la cellule médico-psy, et notamment la médecine du travail ou la médecine de prévention, et également les décideurs de l'organisation, la direction des ressources humaines, les élus, le CODIR pour ceux qui n'ont pas d'élus. Tout ça, ça peut permettre aussi de piloter sa politique handicap en mode projet, avec une stratégie pluriannuelle, hein. Ceux qui font des conventions FIP le savent bien, l'importance de se projeter sur plusieurs années, de faire un diagnostic initial pour pouvoir aller aussi identifier les points de friction, les points forts
des organisations, identifier des indicateurs, des objectifs, des grandes causes aussi qui vont permettre d'orienter les actions aussi. Là, ça peut dépendre de la sensibilité de la direction, de la sensibilité des élus sur ces grandes causes-là, en fonction des sujets des territoires, en fonction des sujets des organisations, bien sûr. Ça va permettre aussi d'engager les différentes directions, forcément avec un pilotage du CODIR, avec un pilotage des élus et de la DRH. Les autres directions dans l'organisation vont aussi s'impliquer, vont aussi pouvoir faire partie et crédibiliser le sujet handicap aux yeux de tous. Entamer une réflexion sur le sujet associé au handicap, notamment les RPS, notamment la QVCT, l'attractivité de l'employeur, quand on parle de recrutement, mais quand on parle aussi de maintien dans l'emploi, parce que les agents qui sont maintenus en emploi vont pouvoir en parler à d'autres personnes, vont pouvoir attirer de potentiels candidats. Ça va aussi avoir un enjeu important sur le plan de formation, identifier des formations pour les encadrants, pour les agents, potentiellement pour les services RH qui vont intervenir sur la politique handicap, mais ça va aussi irriguer les pratiques managériales. Enfin, il y a un intérêt aussi de capitaliser sur l'expérience de chacun, d'où cette pluridisciplinarité va permettre d'aller chercher des actions, d'aller chercher les parcours de chacun et de pouvoir mettre en commun, aller développer des actions innovantes, notamment, encore une fois, avec peut-être les pratiques des élus qui pourraient intervenir sur plusieurs organisations, qui vont aussi avoir peut-être des engagements. Vous avez mis en place des actions innovantes, vous avez mis en place des maintiens dans l'emploi intéressants, communiquer dessus. Grâce à ce comité de pilotage, vous allez pouvoir choisir les thématiques à communiquer. Ça va être les témoignages d'agents, ça va être la mise en place de sensibilisation à destination des agents, mais pourquoi pas à destination des citoyens, des usagers. Ça peut être de proposer de communiquer sur des recrutements innovants. Donc voilà. On a aussi la pluridisciplinarité qui s'inscrit dans un cadre. On est en train de déployer sa politique handicap. On va avoir, par exemple, la direction des ressources humaines qui prend des décisions sur la mise en œuvre d'aménagement, là où le service prévention, lui, il va organiser des études de poste, il va organiser peut-être aussi de la montée en compétences, accompagner les agents qui auraient besoin d'un accompagnement, et le référent handicap qui, lui, va préparer une formation à destination des encadrants. On se rend bien compte que si chacun travaille en silo, eh ben, on va avoir du mal à coordonner les actions. Peut-être qu'on va aussi faire une repasse, faire une redite aux mêmes acteurs. Donc, cette logique de pluridisciplinarité dans la mise en œuvre opérationnelle, elle est hyper importante. Elle est vraiment à privilégier pour caler les interventions de chacun, partager l'information et aussi rentrer peut-être dans une logique, quand on travaille en commun, dans une logique, sortir cette logique un peu de réaction qu'on voit souvent dans les politiques handicap, chez les employeurs qu'on a pu accompagner. On a souvent, quand on arrive, cette logique-là de on est très bon sur le maintien dans l'emploi, on est plutôt bon sur le reclassement, mais on est plutôt sur la logique de réaction, de la logique presque curative qui peut arriver peut-être un peu tardivement. Et donc, que ce soit au niveau du comité de pilotage ou au niveau des commissions, qu'elles soient sur le maintien dans l'emploi, sur le reclassement, sur le recrutement, ça peut être intéressant de sortir de cette logique réaction curative, mais d'être dans une logique proactive, dans une logique d'amélioration continue, afin de déployer des parcours pour des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de déployer les actions de prévention en fonction des sujets identifiés lors de ces commissions-là, mais aussi de former les encadrants, d'aller chercher des nouvelles pratiques innovantes. Peut-être, Alexandre, à ce stade-là, de se dire que ce qu'on peut voir, nous, dans nos accompagnements, c'est aussi des fois un peu de manque de portage qui ne favorise pas la pluridisciplinarité, ou bien des difficultés opérationnelles. Est-ce que, voilà, dans les collègues qui sont dans la salle autour de l'écran, vous avez, vous, des difficultés à faire porter de manière stratégique? Si oui, je veux bien qu'on se les partage, ou bien des difficultés à faire travailler voilà, hors des silos des parties prenantes différentes. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui voilà, ont rencontré ce type de difficultés et qui pourraient partager? Moi, je vous le partage, c'est quand même essentiellement, souvent, ce fait que le portage stratégique, il soit pas complet, en fait, sur les sujets de politique handicap. Aujourd'hui, par exemple, sur les lignes directrices de gestion, le handicap, il va être soit pas du tout inscrit dans la ligne directrice de gestion,
soit il va être inscrit en tant que tel à côté des autres politiques ressources humaines et des autres axes stratégiques, mais pas inclus dans l'ensemble des axes stratégiques. Or, voilà, nous, ce qu'on indique, c'est qu'il vaut mieux que le handicap soit transverse à un axe de politique, de rémunération, où on veille à l'égalité des rémunérations, à l'égalité des parcours professionnels et des parcours de carrière, d'intégrer ça dans un axe santé au travail, prévention des risques professionnels, d'intégrer dans un axe recrutement et GPEC. Et c'est ça, en fait, qui va davantage dynamiser en fait la vitalité d'une politique handicap. Peut-être qu'on peut passer, Alexandre, sur voilà, la suite. L'idée, justement, c'est un peu la thématique de ce webinaire, c'est d'aller vous proposer des bonnes pratiques. Donc, on en a identifié quelques-unes sur justement comment engager le portage politique ou institutionnel. Un enjeu qui est hyper important pour faire du handicap un projet global et stratégique et sortir justement de cette logique de réactivité, de curation. Déjà, ça peut être intéressant de réfléchir au global. On sait que par exemple dans les élus ou les membres de direction peuvent intervenir sur d'autres comités de pilotage. Ça peut être un comité de pilotage RPS, ça peut être les comités de pilotage sur la QVT, ça peut être des comités de pilotage sur la santé au travail. Et donc, siloter tous ces sujets, ça peut aussi faire perdre un peu d'intérêt sur le sujet du handicap, qui est quand même un sujet technique, qui est un sujet aussi précis. L'idée qu'on a ici, c'est peut-être pour développer l'engagement des porteurs et des décideurs, les associer le plus possible à cette démarche. Comment organiser des comités de pilotage sur le sujet, forcément, mais ces comités de pilotage, ils peuvent être transverses. On peut faire un comité de pilotage santé au travail. D'ailleurs, dans beaucoup d'organisations, le handicap est intégré dans le service santé au travail, dans le service prévention. Et donc, on peut faire des pilotages globaux. C'est pas parce qu'on est dans le cadre d'une convention avec le FIP qu'il faut traiter que du handicap, parce que tout ça, c'est des sujets, on voit, qui se nourrissent voilà, les uns les autres. Exactement. Et donc, ce qui peut être intéressant pour engager aussi les directions dans ces comités de pilotage-là, c'est de partager des bilans précis chaque année, d'envoyer des notes aux décideurs, de leur expliquer un petit peu les actions qu'on a déployées, les actions aussi à projeter demain pour aller chercher des nouveaux talents, pour aller sensibiliser, pour aller former différents acteurs. Ça peut être aussi d'associer les élus ou la direction au grand temps de la politique handicap, notamment les signatures de conventions avec le FIP. C'est d'ailleurs une des attentes du FIP, d'avoir des signatures médiatiques qui permettent justement de communiquer sur le sujet. Les associer aussi à la SEPH, on est en plein dedans, dans la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, mais pourquoi pas aussi les associer à des actions de sensibilisation qui puissent venir faire un mot d'ouverture sur une formation à l'ensemble des encadrants, à une sensibilisation qu'on va déployer pour l'ensemble des agents. On a le cas, par exemple, de collectivités qu'on a accompagnées qui ont fait des ateliers de cuisine où les agents étaient en binôme avec une personne en situation de handicap, avec un candidat potentiel. Et dans la collectivité, ils avaient pris le DRH et l'élu avaient participé à l'action et avaient eu un binôme, par exemple. Une autre bonne pratique, c'est d'intégrer le handicap dans l'environnement des élus ou des décideurs. Quelque chose qu'on aime bien faire, par exemple, nous, qu'on aime bien proposer pour cet accompagnement-là, c'est de proposer un interprète en langue des signes française lors des vœux, lors des grands temps de la collectivité, lors des grands temps de l'organisation. Ça peut être aussi d'inscrire le sujet dans l'ensemble des politiques RH. On en parlait tout à l'heure, dans le plan de formation, dans les différentes instances. Ça peut être aussi de le présenter justement lors des formations spécialisées. Et ça peut être justement un outil de dialogue social. Dans les formations spécialisées, mettre en avant les aménagements, mettre en avant les actions qu'on a déployées, questionner aussi peut-être les représentants du personnel sur leurs besoins pour accompagner la politique handicap. Et enfin, ce qui peut être intéressant et aussi de monter d'un niveau, c'est d'initier une réflexion sur l'intégration d'une stratégie handicap dans les lignes directrices de gestion qui peuvent aussi justement permettre de définir des indicateurs, de définir une stratégie de long cours et de sortir cette logique vraiment de réaction pour aller vers du proactif, vers de l'amélioration continue. Et peut-être aussi de se dire, on s'intègre, quand on va intervenir en conseil sur ces stratégies-là,
on s'intègre dans la stratégie de l'employeur qui peut avoir une coloration très RSE. Et pour le coup, la politique handicap peut venir soutenir en fait les ambitions RSE de l'organisation. Ça peut être à l'inverse, on met le paquet sur la GPEC durant quelques années, à ce moment-là, on va s'intégrer dans la stratégie mise en place par l'employeur et donc de venir se dire la politique handicap soutient la stratégie RH de l'employeur. Exactement. Est-ce que parmi les participants, justement, vous avez mis en place ce genre d'initiative, je pense notamment à l'interprétariat en langue des signes, peut-être à l'intégration d'une réflexion globale dans les stratégies, d'une réflexion handicap, pardon, dans les stratégies globales de vos organisations? Et l'idée, voilà, c'était de vous donner ces quelques bonnes pratiques et d'essayer aussi de voir avec, là, on a fait on parlait des élus, peut-être aussi de voir avec les élus ce que eux peuvent vous apporter dans le cadre d'une politique handicap. On vient de voir un petit peu la partie pilotage organisation. On va aller maintenant sur les axes plus opérationnels, hein, le recrutement, le maintien, le reclassement et le rôle de l'encadrant pour le déploiement de politique handicap. Sur le recrutement, on vous a mis les voies de recrutement classiques, hein, le recrutement par concours, le recrutement par voie contractuelle, pardon, l'apprentissage. On a aussi la promotion par voie de détachement. Alors, c'est un dispositif expérimental qui se termine l'année prochaine, hein, dans un an tout pile, le 31 décembre 2026. Mais ça peut être intéressant de déployer ces actions-là. On vous a mis aussi en dessous quelques points à connaître pour pouvoir déployer ça, notamment sur le recrutement par concours. Vous avez pour les agents BE la possibilité d'aménager les concours. Et ce qui peut être intéressant en tant qu'employeur, c'est d'identifier les principaux aménagements possibles afin de les anticiper. C'est toujours plus simple, c'est toujours plus agréable pour l'agent, mais aussi pour l'employeur, aussi pour les membres du jury pour le concours. Voilà, d'être dans l'anticipation. Sur le recrutement par voie contractuelle, on a la titularisation hein, après une année de stage qui peut être possible. Et pour l'apprentissage, on a deux points qui sont importants. C'est que on n'a aucune limite d'âge pour les agents BOE, là où au global, on a cette limite de 30 ans. Pour les contrats peuvent durer jusqu'à 4 ans. Donc pareil, c'est important, ça permet de se projeter, de se dire qu'on peut engager avec cet agent apprenti BOE, on peut se projeter sur 4 années de contrat. Et prendre le temps, en fait, du coup, avec ce mot-clé que tu as dit tout à l'heure, de se dire il faut anticiper et prendre le temps. Exactement. On a aussi la possibilité de titulariser l'apprenti à l'issue de son contrat en passant par une commission de titularisation. Sur la droite, on vous a mis quelques aides mobilisables auprès du FIP, notamment sur l'apprentissage, mais pas que, je le préciserai. L'aide à la rémunération de l'apprenti, hein, d'un montant de 80% de sa rémunération brute, c'est un des principaux postes de dépenses du FIP. Cette aide, en plus des aides, des prothèses auditives, des aménagements individuels, c'est la deuxième aide, hein, le financement de la rémunération des apprentis. Vous avez également la prise en charge des frais de formation de l'apprenti avec un plafond de 10 000 euros, la prise en charge des surcoûts des aménagements nécessaires chez l'employeur. Donc, si on a besoin d'aménager le poste de travail, le FIP prend en charge. Il y a aussi cette aide qui se développe de plus en plus, c'est l'aide au déplacement en compensation du handicap, les aménagements de véhicules pour les déplacements domicile-travail, la prise en charge des taxis avec un plafond de 12 000 euros par an quand même, la prise en charge des frais de formation, là pour le coup c'est plus pour l'apprenti, mais c'est pour le maître d'apprentissage à l'accompagnement spécifique d'apprenti. Et donc ça peut être un peu, on peut ouvrir un petit peu cette formation et se dire que ça peut être à l'accompagnement d'agents BOE. Et donc là, ça a un autre intérêt d'aller chercher ces financements auprès du FIP, c'est de se dire, bah tiens, on peut former nos encadrants à l'accompagnement d'agents BOE, on peut former nos encadrants à l'accompagnement d'apprentis BOE et aux bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on peut nourrir aussi le plan de formation avec des objectifs de formation particuliers qui, de surcroît, sont financés. Exactement. Le FIP participe aussi, et c'est une de leurs attentes dans le cadre des conventions, le tutorat d'agents BOE et notamment des apprentis. Le FIP participe aussi à la prise en charge de ces heures de tutorat. Donc tout le temps passé par votre encadrant à accompagner son apprenti peut être pris en charge par le FIP. On a un coût horaire maximum de 20,50 €. On a une limite d'un plafond de 20 heures par mois. C'est quand même un financement qui peut être important. Ça peut être une action intéressante aussi pour pouvoir accompagner la montée en compétences de vos encadrants. Et enfin, cette prime à l'insertion durable pour les agents BO de 4 000 €. Donc, si je focus par exemple sur l'apprentissage, on a
la prise en charge de la rémunération brute de l'apprenti à hauteur de 80%. On a la prise en charge des frais de formation et à l'issue, on a une prime à l'insertion durable pour les agents BOE, pour les apprentis de 4 000 €. Ce qui fait que finalement, j'ai envie de dire, sur 2 ans d'apprentissage, le BOE aura peu coûté à l'organisation et surtout, on aura quelqu'un qu'on a accompagné dans sa montée en compétences, qu'on a accompagné dans sa connaissance de l'organisation et là, on va pouvoir le titulariser. Merci. Peut-être, sauf s'il y a des questions sur le recrutement, on peut passer au sujet de l'intégration, c'est ça? C'est ça. Sur la prévention des insertions professionnelles, l'intégration vient après, pardon. La prévention de la désinsertion professionnelle, c'est un sujet important qui est porté notamment dans le plan santé de la fonction publique 2022-2025. Hein, c'est l'axe 4, avec des objectifs pour les employeurs de déployer ces politiques de prévention de la désinsertion professionnelle. Ici, on vous propose justement de réfléchir à cette formalisation-là qui peut vous permettre d'anticiper des problématiques de maintien dans l'emploi, qui peut vous permettre de réduire l'absentéisme, qui peut vous permettre aussi d'accompagner l'engagement des agents, l'engagement des encadrants. Ça commence déjà par identifier les différents acteurs pouvant intervenir dans la PDP, dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Les services RH, avec notamment le service gestion des absences, par exemple, qui peut vous aider sur la partie, on y reviendra après, mais sur le suivi des agents en arrêt longue durée. On a le service prévention qui peut justement intervenir en amont des arrêts longue durée. On a aussi les encadrants qui vont avoir un rôle essentiel, on va y revenir dans le point 2, pour vous accompagner sur la prévention, mais sur la détection de ces signaux faibles qui peuvent conduire à des risques de désinsertion professionnelle, mais aussi des acteurs externes, les centres de gestion, la CARSAT, les services prévention santé au travail, vous avez aussi le Cap Emploi qui peut vous accompagner, vous avez une multitude d'acteurs externes. La deuxième partie, c'est justement vous ne pourrez pas déployer une politique de prévention de désinsertion professionnelle sans engager vos encadrants dans cette démarche et donc de leur donner les moyens d'être acteurs de cette action, notamment en les formant, en leur expliquant ce que c'est que la PDP, en les aidant à détecter les signaux faibles et forts. Les signaux faibles, ça peut être des arrêts en cascade, ça peut être un désengagement de l'agent dans son équipe, une perte de motivation, une perte de sens de l'agent, mais ça peut être aussi des signaux un peu plus forts, les addictions, des arrêts justement qui commencent à être un peu plus longs, un peu plus compliqués pour l'agent de tenir son poste. Tout ça, c'est nécessaire de les accompagner là-dessus, les encadrants, pour qu'ils puissent, au moment, à l'apparition, je dirais, de ces signaux, vous faire remonter l'information. C'est peut-être pas lié à du handicap, c'est peut-être lié à quelque chose de personnel, mais c'est important pour vous d'être alerté. C'est ça, exactement. Et je pense que là-dessus, on peut avoir souvent l'idée en fait que bon, les encadrants ont beaucoup de choses à gérer et que c'est pas facile hein, de leur donner un rôle dans ce partage de la fonction RH. Moi, je voudrais quand même partager une expérience d'un accompagnement d'une administration de 8000 agents ou sur les plans de prévention des RPS sur le niveau des encadrants. En fait, c'était un besoin très très fort des encadrants exprimé de pouvoir être accompagnés et outillés sur la prise en compte en fait de tous ces signaux faibles et notamment du handicap psychique, voilà, sur lequel ils étaient un peu démunis, où ça peut tendre les collectifs de travail. Et donc, ça répond aussi en fait à un besoin hein, de soutien de l'encadrant et ça leur permet aussi de s'engager en fait dans ce travail pour lequel ils retirent un intérêt pour eux-mêmes, pour leurs équipes et pour les collectifs de travail. Exactement. Je continue avec aussi cette idée de favoriser la détection précoce de ces situations-là. Hein. J'en parlais au tout début. Utiliser justement, avoir un suivi précis des indicateurs. Ça peut être des indicateurs sur l'absentéisme, sur les accidents de travail. Ça peut être aussi des remontées de sujets qui viennent des entretiens annuels, des alertes lors de ces entretiens-là. Ce suivi précis, il est nécessaire pour détecter de manière précoce qu'on va pouvoir mettre en place tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour anticiper le retour de l'agent, pour suivre aussi son arrêt de travail, son arrêt long, notamment avec l'envoi d'un courrier à 90 jours, l'envoi d'un courrier à 120 jours peut-être. Ce courrier, il peut être nécessaire pour présenter à l'agent les dispositifs qu'on va mettre en place, pour présenter à l'agent aussi les droits
dont il dispose pendant son arrêt de travail. On pense souvent, les agents en tout cas pensent souvent que pendant l'arrêt de travail, ils ne peuvent rien faire. C'est faux. On peut mobiliser des outils, on peut avoir recours à un bilan de compétences, on peut engager des formations, on peut aussi, à l'issue de l'arrêt, et ça se travaille en amont, mais à l'issue de l'arrêt, penser à la seconde partie de carrière de l'agent, grâce à des immersions dans différents services, grâce à peut-être à des enquêtes, à des stages, voilà, à même, justement, ici, ça peut être intéressant aussi, on en parlait du tutorat pour l'apprentissage, mais ça peut être aussi à mobiliser un tuteur pour la réintégration de l'agent. On en parlera juste après de cette fameuse réintégration. Euh, je vous mets aussi ici un point de vigilance, justement. On se rend compte que au plus on va se rendre compte tôt de la situation pour l'agent, au plus on va pouvoir mettre en place des actions. Au mieux, on va pouvoir réussir la réintégration de l'agent et le maintien dans son activité professionnelle. Ça permet quand même, c'est nécessaire d'avoir ce travail collaboratif entre l'employeur, entre l'agent qui va quand même devoir être proactif, mais également avec l'encadrant, avec le service de santé au travail, le médecin et son équipe pluridisciplinaire. On a aussi un travail à faire pour formaliser tout ça. On vous le présentera après, une proposition de processus pour formaliser tout ça. Le risque, c'est quoi? C'est que si on n'anticipe pas, on va se retrouver, on va découvrir le risque d'inaptitude au retour de l'agent. Et là, on ne peut plus rien faire. Dans beaucoup de ces situations-là, on va se rendre compte qu'on ne peut plus mettre en place le maintien dans l'emploi. C'est déjà trop tard. L'agent est déclaré inapte. L'agent est aussi perdu, hein. Il n'a pas eu de contact peut-être pendant 3, 4, 6 mois avec son employeur. Quand il revient, imaginons que l'encadrant est changé, que l'équipe est changée, que les activités du service est changé. On se retrouve sur un agent qui est complètement démuni et qui ne pourra plus tenir son poste. Oui, du coup, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que, en fait, toute cette politique de prévention des insertions professionnelles, ça permet de ne pas se retrouver en situation où on est acculé. Et ça, c'est vrai qu'on voit beaucoup, hein, dans les collectivités des situations où on a ces reclassements impossibles parce que tant l'employeur que l'agent est acculé dans une situation hyper difficile, hyper complexe, avec des choses qui n'ont pas pu être anticipées, ni techniquement, ni psychologiquement, hein. Toi, tu parles souvent, en fait, dans ces situations-là, du deuil aussi qu'un agent doit faire de son métier et qui doit se travailler aussi sur du long terme et pas en 5 jours au moment où il réintègre après un arrêt de travail long. Exactement. Et puis, ben, je retiens de ce que tu dis aussi, hein, lutter contre cette idée reçue qu'on ne peut rien faire pendant l'arrêt de travail. Au contraire, il y a plein de dispositifs qu'on peut mobiliser, mais il faut bien sûr qu'on les connaisse, que l'encadrement le connaisse et que l'agent en soit informé. Et toujours cette idée, hein, le FIPHFP peut accompagner aussi sur certains points. Je parlais du tutorat, mais ça peut être aussi, le FIP peut financer forcément les aménagements, ça vous le savez tous, mais il peut aussi intervenir, Clémentine, tu parlais du deuil tout à l'heure, il peut intervenir aussi pour proposer un soutien médico-psy à l'agent. Et que ce soit un psychologue interne, si on a la chance d'en avoir un, mais aussi un psychologue externe, qu'on va référencer, qu'on va identifier en tant qu'employeur et qu'on va proposer à l'agent. Ce soutien médico-psy, il est hyper important pour que justement l'agent puisse faire le deuil de son métier passé, puisse faire le deuil de sa situation actuelle et puisse aussi se projeter. On va pouvoir aussi mobiliser des bilans professionnels, des bilans de compétences. On va pouvoir potentiellement aussi aller chercher de la formation pour cet agent ou même pour son encadrant, hein, sur justement pour le préparer à soit encadrer un agent qui revient avec des difficultés de santé, mais pour l'agent à se former sur un nouveau logiciel, sur un nouveau métier également. Typiquement, chez Sémaphore, voilà, on déploie des actions de bilan de compétences ou de coaching, mais spécifiquement dédiées à une population qui est titulaire d'une reconnaissance de travailleur handicapé ou en voie de se retrouver dans une situation de reclassement pour avoir des accompagnements très spécifiques et très adaptés. Exactement. On arrive ici toujours sur le sujet de la prévention de la désinsertion professionnelle, des enjeux multiples et la proposition d'un process. Pour commencer par les enjeux, pour l'employeur, forcément, c'est de sécuriser les parcours professionnels, de réduire ce coût lié à l'absentéisme, mais être aussi un outil, hein, la PDP, c'est un outil de performance sociale. C'est un outil qui fait, d'un côté, on l'a dit, réduire l'absentéisme, mais surtout anticiper pour les agents
pour l'employeur, anticiper les problématiques qu'on pourrait avoir de tension dans un collectif de travail. Avoir un agent en arrêt longue durée, avoir 2 agents en arrêt longue durée, ça va tendre à un collectif de travail. Et donc, avoir cette PDP, ça permet justement d'anticiper ça et d'augmenter la cohésion d'équipe, d'améliorer peut-être l'attractivité de l'employeur également. Concernant les encadrants, bah, tout simplement, c'est dans le rôle de l'encadrant hein, de veiller au bon déroulé, à la bonne marche de son service, de son collectif de travail. Donc, c'est de l'agilité managériale que de connaître la prévention de la désinsertion professionnelle. Ça fait aussi partie de ce rôle pour les encadrants, hein, pour l'encadrement de proximité, justement, de connaître ses agents, de connaître les signaux, de pouvoir détecter tout ça. Et forcément, ça va favoriser la cohésion du collectif de travail. Pour les agents, bah, c'est de tout simplement hein, avoir un retour vers l'emploi en confiance, en sérénité, de pouvoir aussi s'assurer que son employeur a pris en compte les besoins spécifiques et que tout a été mis en place pour l'accompagner soit à se maintenir sur son poste, soit à monter en compétences et à aller sur un poste autre, mais c'est aussi garder ce lien avec son employeur. On en arrêt longue durée, en général, on est sur des situations qui sont compliquées. On parlait de deuil tout à l'heure, on parle aussi peut-être d'isolement, et donc envoyer à l'agent un courrier pour lui dire on peut garder le lien avec son accord, bien sûr, on va pouvoir garder le lien, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir t'informer potentiellement de changements ou de la vie de ton équipe. C'est hyper important pour que l'agent ne se sente pas mis de côté. Sur la proposition de process, ça commence forcément par un diagnostic. Les diagnostics, vous connaissez. Si vous êtes acteur de politique handicap ou de politique santé au travail, vous connaissez. On commence par essayer d'identifier des causes, repérer des risques, émettre quelques hypothèses, quelques préconisations, enquêter sur le terrain. Enquêter sur le terrain auprès des agents en arrêt longue durée, peut-être auprès des encadrants, peut-être aussi auprès de vous en tant que service RH, en tant que service santé au travail. Vous questionnez sur vos pratiques, vous questionnez sur vos besoins pour pouvoir déployer justement un process arrêt long, un process de prévention des désinsertion professionnelle. Et là, il faudra, en fonction de vos outils actuels, définir des outils de suivi, mettre en place des process. Donc, je parlais du fameux courrier à 90 jours. Je parlais également de tout ce qu'on peut mettre en place, de définir aussi les modalités de communication avec l'agent. S'il en est d'accord, on peut lui dire ça va être ton encadrant qui va prendre attache avec toi, ou alors ça va être le référent handicap, ou alors ça peut être un psychologue. Enfin voilà, tout ça, c'est à définir, à mettre en place et à partager aux agents qu'ils soient en arrêt longue durée. Mais ça peut être aussi, on peut le communiquer lors des journées d'intégration de nouveaux arrivants, de ce process-là qu'on a mis en place. On peut le communiquer aux encadrants pour qu'ils puissent le faire descendre aux équipes. C'est important aussi justement de proposer un suivi managérial, un suivi des équipes pour pouvoir impliquer l'encadrant dans cette démarche et pour qu'il puisse aussi forcément lui proposer des actions et faire remonter les sujets, faire remonter les problématiques. Dans ce process, il est nécessaire, Clémentine, tu en parlais tout à l'heure, d'anticiper le retour des agents en mobilisant tous les dispositifs à notre main pour pouvoir justement déployer cela. Il y a une pratique, pendant l'arrêt, on va garder le lien, j'en parlais, on va donner de l'information sur les droits et sur les process mis en place par l'employeur. On va questionner aussi le projet professionnel. C'est possible, on peut, pendant l'arrêt, faire un bilan de compétences et donc on peut questionner le projet pro du salarié. On peut aussi questionner le retour. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir reprendre ton poste? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller vers un autre métier? Si oui, lequel? Si oui, comment nous, on peut t'accompagner en tant qu'employeur? On va mobiliser des dispositifs légaux pour préparer ce retour-là. Pour la reprise, ça va être nécessaire. Il faut un pilote pour anticiper la reprise de l'agent. Il faut que ce pilote il puisse identifier les différentes étapes. Il faut que ce pilote il puisse mettre en place, et là, le pilotage, ça peut être le référent handicap, comme ça peut être un gestionnaire RH d'absence, préparer le retour de l'agent, identifier, et ça, ce serait nécessaire, identifier si l'agent a des besoins spécifiques, lesquels sont-ils et comment on peut accompagner, comment on peut mettre en place. Je parle d'un aménagement technique, je parle d'un aménagement organisationnel, c'est primordial. Et d'assurer le dialogue avec l'encadrant pour qu'il ne se retrouve pas seul non plus à gérer la reprise. Exactement. Qui peut nécessiter de mobiliser de l'expertise, en fait. Exactement. Je continue. On arrive justement sur le rôle essentiel de l'encadrant et ça rejoint un petit peu à la fois le premier axe dont on parlait qui était le recrutement, mais également ce sujet du retour, de la réintégration d'un agent. L'encadrant il a un rôle essentiel ici. Lors de l'intégration ou à l'arrivée de préconisation ou après un arrêt longue durée,
qui peut, selon moi, qui s'assimile beaucoup à une intégration. Un agent qui est parti 1 an, 2 ans, c'est comme si c'était un nouvel agent qui arrivait. Alors, il a son passif chez l'employeur, mais l'équipe a peut-être bougé, l'encadrant a peut-être bougé. Donc, pour moi, c'est comme une intégration. Il faut formaliser le fait que l'encadrant, il ait un échange avec son agent, faire le point sur la situation, lui expliquer les nouveaux process, lui expliquer le fonctionnement de l'équipe, lui expliquer les attentes associées en tant qu'agent dans le cadre de la nécessité de service. Les modifications mises en place s'il y en a eu, les aménagements s'il y en a eu. Ça peut être aussi le moment où l'encadrant va identifier les attentes de l'agent et pouvoir répondre à son besoin. Adapter son encadrement aussi le cas échéant. L'encadrant, il peut aussi, et ça je le préconise notamment dans le cadre du handicap invisible, il peut aussi organiser une information à l'équipe pour les sensibiliser, pour présenter les aménagements mis en place. Ici, il est nécessaire d'avoir l'accord de l'agent, notamment dans le cadre du handicap invisible, vous comprendrez bien pourquoi. De mettre en place cette communication-là, c'est important pour favoriser justement une meilleure compréhension de la part du collectif de travail, désamorcer tout de suite les sentiments d'ambiguïté, les sentiments d'inéquité managériale. C'est aussi nécessaire pour rassurer l'agent, rassurer l'encadrement, rassurer le collectif de travail. Et éviter les conflictualités en fait qui peuvent se générer parce qu'il y a eu du non-dit, justement. Exactement. Mais sur ce point-là, est-ce que tu penses qu'on accompagne le manager, qu'on le laisse tout seul? Est-ce que ça dépend des cas? Non, bien sûr. Pour moi, il est nécessaire de proposer un accompagnement à l'encadrant. Cet accompagnement, il doit être en fonction des besoins de l'encadrant. On a des encadrants qui vont être plus ou moins avancés sur le sujet, plus ou moins sensibles au sujet du handicap, et donc leur proposer un cadre, rappeler peut-être que ça peut être juste rappeler quelques notions. On ne va pas parler de la nature du handicap, on va parler des incidences du handicap sur le travail, on va parler on va rappeler aussi qu'il existe une politique handicap. Peut-être que ça peut intéresser d'autres agents dans le collectif de travail, aujourd'hui ou demain, rappeler qu'on a une politique handicap qui permet ces aménagements-là, qui permet un accompagnement un peu plus sur mesure pour l'agent. Voilà. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est aussi accompagner justement cette action de sensibilisation, participer en tant que référent handicap, ou participer, on peut faire participer à un relais de la politique handicap, on peut faire participer à un relais prévention. Je pense aux assistants de prévention ici qui peuvent avoir un rôle hyper intéressant pour encadrer cet échange. Quoi qu'il en soit, l'encadrant, il a ce rôle de relais entre l'employeur, la mission handicap et les agents. D'un côté, il va pouvoir faire descendre, passer des messages, il va pouvoir rappeler des obligations, donner de l'information, aussi sur les actions mises en place, j'entends sur les sensibilisations pour maximiser la participation à une sensibilisation. Il faut que l'encadrant puisse communiquer sur les actions en cours prochaines de l'employeur. Dans un autre temps, l'encadrant, il peut aussi nourrir la politique handicap. Il peut aussi nourrir la mission handicap en remontant les sujets du terrain, en accompagnant aussi cette réflexion-là. C'est pourquoi, chez certains employeurs, on propose aussi même d'organiser des tables rondes sur la thématique du handicap, des cafés RH ou des cafés handicap, dans lesquels, d'un côté, on a la mission handicap, d'un côté, on a des encadrants volontaires qui vont pouvoir échanger des bonnes pratiques, qui vont pouvoir mettre en commun ces bonnes pratiques-là. Oui, du coup, là, tu penses aussi l'horizontalité entre les managers où certains peuvent avoir expérimenté avec succès des choses et que c'est aussi important de partager entre managers Tout à fait. que dans ce sens vertical où les équipes RH apporteraient de la bonne parole aux managers. Il faut aussi qu'ils puissent partager de manière expérientielle. Okay. Tout à fait. Et ben moi, je voudrais qu'on se garde le dernier quart d'heure là pour parler de la mutualisation entre employeurs, parce que là, on s'est concentré beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre organisation, quels leviers on peut mobiliser pour avoir une politique handicap encore plus ambitieuse demain. Voilà, il y a encore des dispositifs qui existent pour pouvoir travailler entre employeurs, et ça, moi, je trouve ça particulièrement innovant. Et ici, on va parler des commissions mobilité interfonction publique. C'est un dispositif récemment porté par le FIPHFP, développé sur quelques territoires, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces commissions-là, elles permettent tout simplement à des employeurs d'un même territoire, d'un même bassin d'emploi, même dans certains cas, d'une même ville ou d'un même territoire, de mettre en commun, d'échanger, de travailler aussi sur comment on peut imaginer des parcours innovants, des parcours multiples.
ces commissions, elles sont importantes tout simplement parce qu'elles peuvent regrouper les trois versants de la fonction publique. Elles peuvent regrouper des collectivités ou des organisations de différentes tailles, avec différents niveaux de maturité aussi sur la politique handicap. Et surtout, elles permettent une logique de collectivisation, c'est ce que tu disais Clémentine, une logique de mettre en commun d'un côté les bonnes pratiques, mais aussi les possibilités de reclassement, mais aussi les besoins de chacun. Peut-être que en tant qu'employeur, vous allez avoir un besoin sur un poste précis et qu'un autre employeur peut vous apporter un agent en reclassement et peut venir justement vous permettre de pourvoir un poste sur lequel vous aurez des difficultés à trouver des compétences. Ouais, c'est vraiment intéressant là, cette logique de changement d'échelle, pour pouvoir se dire, en fait, si je me regarde le nombril, avec, mes possibilités, d'emploi, mes possibilités, qu'offre, ma gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, bah, en fait, on peut vite être dans le mur, alors qu'en fait, on démultiplie complètement les perspectives, quand on est à plusieurs, employeurs. Et d'où l'intérêt aussi, donc là on vous a mis l'agent, c'est l'intérêt pour l'agent de suivre cette démarche, mais également rappeler que l'agent il n'est pas que en attente. Pour rentrer dans cette démarche, il faut que l'agent il soit volontaire, il faut qu'il puisse s'engager et être proactif dans la recherche de son nouveau projet pro. Il faut aussi qu'il puisse avoir déjà une idée, et s'il n'en a pas, qu'il puisse au moins se questionner sur quel est son projet pro, qu'est-ce qu'il pourrait faire demain, quelle structure pourrait l'intéresser. Et ce dispositif, il est ouvert aux agents BO, mais pas que. C'est aux agents aussi inaptes à leur fonction, aux fonctions de leur grade. C'est aussi aux agents en risque d'inaptitude. Donc, si on rentre un tout petit peu en amont, ça peut rejoindre aussi la prévention de la désinsertion professionnelle. On a mis le référent handicap, mais on aurait pu élargir à l'organisation. Il faut, pour déployer une commission mobilité interfonction publique, qu'elle soit portée politiquement. Il faut que les directions s'engagent au moins à donner les moyens de faire vivre cette commission. Il faut que peut-être les élus ou les directions puissent justement créer le cadre propice pour déployer ensuite de manière opérationnelle ces commissions-là. Mais ça nécessite en effet ce portage un petit peu politique qu'on reprenait au début du webinaire. Ça nécessite aussi de mobiliser votre directeur territorial au handicap du FIPHFP pour qu'il puisse vous apporter la matière, qu'il puisse vous apporter il y a déjà tout sur ces CMI FP, il y a déjà tout qui existe, hein. Des kits de lancement qui ont été faits par le collectif, justement la commission en Auvergne-Rhône-Alpes, des bonnes pratiques, des communications pour les agents, pour les encadrants, pour les organisations qui pourraient être intéressées à rejoindre ces commissions-là. Si on fait un petit focus sur la commission en elle-même, elle est intéressante parce qu'on va en commun mettre des bonnes pratiques, on va partager, on va imaginer aussi, ça a été le cas pour la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a deux commissions sur deux bassins d'emploi séparés, et sur l'une d'elles, elle a mis en place aussi à force d'échanger, ils se sont dit, mais en fait là, on a besoin de former les encadrants, et donc ils ont pu mettre en commun cette formation-là, des encadrants. Oui, de manière mutualisée. Exactement. Mais c'est important aussi de se dire, ça donne des perspectives sur les coûts, hein, parce que tout ce qu'on se dit là, ça nécessite quand même des ressources humaines dédiées à la politique handicap. Quand on travaille en interfonction publique, on peut aussi mutualiser en fait nos ressources d'expertise handicap au service de plusieurs administrations. Oui, tout à fait. Ça peut être intéressant. On entend souvent, et je pense que c'est souvent le cas sur plusieurs sujets, quand on est chef de service santé au travail, quand on est référent handicap, ou même quand on est DRH d'ailleurs, on n'a pas le temps de déployer ces sujets. C'est pour ça aussi, si on revient un peu en arrière, qu'on est souvent dans une logique de réaction. On va gérer les situations. En fait, exactement. Oui. Et donc, justement, ces commissions, elles peuvent permettre aussi de prendre un peu le temps et d'imaginer d'autres parcours, d'imaginer d'autres modalités d'intervention, d'avoir pourquoi pas, je ne sais pas, un référent handicap, un référent reclassement qui pourrait être mutualisé dans ces commissions-là, qui pourrait aussi décharger un peu les opérationnels de ces activités-là, essayer de prendre en compte et d'avoir cette vision justement, en dehors d'être chez un employeur, d'avoir cette vision mutualisée. Tiens, cet agent-là, il cherche un poste, tiens, je sais que dans cette collectivité-là ou dans cet hôpital-là, là, je pourrais avoir quelque chose, je pourrais avoir un parcours. J'ai un encadrant qui pourrait faire le boulot pour accompagner l'agent dans son immersion. C'est important, c'est intéressant.
pour moi, c'est aussi une façon de voir la politique handicap, non plus en interne et je dirais un petit peu bloqué par les postes qu'on a en interne, bloqué par les autres sujets qu'on a en interne, mais justement d'ouvrir pour se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut aller chercher demain, quelles pratiques on peut aller chercher sur ces sujets-là. Et sur les retours là, d'expérience que tu as pu voir, soit en Auvergne-Rhône-Alpes, soit en Bourgogne-Franche-Comté, tu as des employeurs qui sont plutôt positifs. Ah bah par exemple, sur la CMI FP en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un dispositif qui est porté maintenant depuis quelques années, qui se renouvelle chaque année, qui grandit aussi en termes d'adhérents, en termes de membres qui participent à ces commissions-là, et surtout des retours qualitatifs d'agents qui ont pu être reclassés, qui ont pu être accompagnés vers un nouveau job, vers un nouvel employeur. Et justement, c'est un déploiement récent, mais sur la région de Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu une première qui a été dans le bassin de Pontarlier de mémoire, et la deuxième qui s'est créée à la suite de la première sur le bassin justement byzantin. Et donc, on se rend compte que ça essaime petit à petit. Euh, il y a des bonnes pratiques qui apparaissent et surtout, et c'est là l'intérêt, tout l'intérêt du FIPHFP, de mutualiser les ressources et aussi mutualiser les bonnes pratiques. Donc, demain, si vous êtes employeur et que vous souhaitez déployer ça, vous avez clé en main tout ce qui est disponible sur le centre de ressources du FIP pour déployer, que ça parte, comme je le disais, d'un kit de com, que ça parte aussi de réflexion sur comment on organise ça. On en parle sur la diapo suivante, justement, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, avec qui on peut le faire. On arrive sur justement ce déploiement-là. L'idée première, c'est de constituer son réseau de membres potentiels, donc interroger. Et c'est là, vous, en tant que référent handicap, vous avez peut-être, alors si vous participez au Handipact, vous avez déjà peut-être une vision d'autres référents handicap qui pourraient être intéressés, mais sur la création, la constitution de ce réseau de membres, c'est là que peut-être on peut monter d'un niveau, contacter le DRH qui lui aussi est en réseau avec d'autres employeurs, on peut contacter la direction, les élus, pour leur dire est-ce qu'on ne peut pas imaginer en parler lors d'une prochaine réunion avec d'autres organisations et voir ce qu'on peut pouvoir faire redescendre. Pour ce réseau, ce qui peut être intéressant, c'est quand même d'essayer d'être représentatif du territoire. Rappeler aussi que si on parle de reclassement, il faut que l'agent puisse, il y a un bassin d'emploi, une mobilité géographique peut-être restreinte pour les agents. Donc voilà, essayer de pas non plus trop s'étendre, être représentatif des trois versants de la fonction publique, identifier le mode d'organisation pour ces CMIFP, définir les grandes règles d'organisation, les temps de rencontre, etc. Organiser une première rencontre avec les structures volontaires, c'est important pour se caler. C'est juste en amont, je dirais, de la mise en œuvre opérationnelle, et c'est là où on va se dire, OK, quel est notre but? Quel est nos moyens qu'on veut déployer là-dessus? Quels sont les outils qu'on va mettre en place? Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut se dire, tiens, avoir un référent mutualisé, avoir un appui sur, je sais pas, de la communication, sur des bonnes pratiques de reclassement, sur le développement de bilans de compétences. Tout ça, ça va se décider un petit peu ici. C'est pas filé dans le marbre, hein. On peut décider de choses et les faire évoluer à la suite dans les commissions, mais c'est aussi là qu'on va communiquer sur le lancement auprès de nos agents, auprès des acteurs ressources, des services de prévention santé au travail qui pourront être le relais auprès des agents ou des encadrants. Ça peut être aussi là qu'on va communiquer vers l'extérieur, vers d'autres organisations, en leur disant on est en train de monter ça, on est déjà 4, 5, 6, peut-être que ça peut vous intéresser, peut-être qu'on peut rentrer dans une logique, on se rend compte une fois par trimestre, on se rend compte, voilà, au fur et à mesure des besoins aussi, on va échanger de manière aussi bilatérale avec d'autres employeurs, donc ça peut permettre de faire grandir cette organisation-là. On organise aussi les réunions, le suivi, bien sûr, les situations, avec les différents membres, la fréquence, l'objectif des situations visées, l'ordre du jour des réunions, les lieux, le calendrier, etc. Et bien sûr, le qui fait quoi. On a un agent qui est en situation de reclassement qui arrive dans ce dispositif-là. OK, il va vous contacter, vous. Est-ce que vous pouvez mettre en place une immersion? Est-ce que vous, le référent handicap initial, vous pouvez nous envoyer quelques informations sur les besoins spécifiques de l'agent? Voilà, tout ça, c'est important d'avoir bien ça en tête. Une dernière pratique, une bonne pratique qu'on estime importante, c'est de faire au moins une fois par an un bilan. Ça rejoint un petit peu l'idée du copil de tout à l'heure. Faire un bilan de l'année écoulée, mesurer
Est-ce que mesurer la pertinence des actions, identifier peut-être les points de blocage, identifier ce qui a manqué, peut-être des besoins à aller chercher pour des nouvelles structures en disant tiens, c'est dommage qu'on n'ait pas eu telle ou telle organisation. L'année prochaine, ce serait bien de les inviter pour qu'ils puissent découvrir le dispositif. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, de ces temps de partage. Peut-être pour conclure, s'il n'y a pas de questions rentrées, on va déjà, en fait, on vous enverra le support pour que vous en ayez la trace. Voilà, de vous dire que Alexandre Martinez et ses équipes accompagnent aussi les collectivités et les administrations à la mise en place de dispositifs innovants, à la mise en place de stratégies et de diagnostics handicap et à la structuration de processus disciplinaires. Je crois qu'on a une question. Mais aussi, et je prends la question juste après, aussi en fait, de l'accompagnement individuel. On a des dispositifs spécifiques d'accompagnement individuel de personnes en situation de handicap ou de managers qui doivent accompagner des personnes en situation de handicap. Et on intervient bien sûr sur les sensibilisations et la professionnalisation managériale. Merci pour votre témoignage et je me permets aussi de vous apporter une information qui peut être intéressante pour tout le monde. Justement sur ce portage un peu ce manque parfois de portage ou même d'anticipation qu'on peut avoir, les conventions FIP, selon moi, peuvent répondre aussi à cette problématique-là. Pourquoi? Les conventions FIP, elles permettent déjà d'avoir des moyens financiers un peu plus importants. Sinon, si on n'est pas sous convention, on a plutôt 40 000 € sur la plateforme du FIP, mobilisable. Si on est sous convention, on peut identifier nos besoins et les moyens qu'on va aller chercher. Une autre chose, c'est pas encore tout à fait sorti, mais c'est intéressant de le savoir quand même. Dès l'année prochaine, les conventions FIP vont être formalisées plutôt sur 4 ans. D'ailleurs, ce sera même sur 4 ans. Actuellement, on est sur 3 avec des exceptions sur 4 ans. À partir de l'année prochaine, ce sera sur 4 ans. Il y a une importance aussi, il y a quelques modifications dans les conventions FIP qui peuvent vous intéresser et qui peuvent permettre aussi de légitimer la stratégie handicap. C'est le fait que lors des COPIL, maintenant, il sera obligatoire d'inviter le directeur territorial du FIP. Et surtout, pour ceux qui ont l'habitude, avant on faisait un COPIL et à côté on faisait un bilan narratif qu'on envoyait au FIP chaque année pour lui faire compte. Maintenant, le compte-rendu du COPIL fait office de bilan narratif. Donc c'est une nouvelle attente du FIP. C'est important de le savoir, c'est important de se dire que grâce à la Convention, on peut justement aller chercher auprès du FIP cette légitimité pour déployer ces actions. Tout simplement, si on a le DTH du FIP présent, on va pouvoir justement demander à un DRH, à un élu, de participer au comité de pilotage plus facilement. Et c'est vrai ce que vous disiez, c'est que la bonne volonté des individus ne suffit pas à avoir une politique portée et innovante, il faut aussi processer en fait, et ça se structure. Et voilà, et pour aller plus loin, bien sûr, on est à votre disposition pour en discuter. Et il est 34, donc je vais vous proposer qu'on s'arrête là. Mais merci beaucoup de votre participation. Et donc, voilà, vous aurez le replay qui sera disponible dans quelques jours et le support qui vous sera transmis à l'issue. On vous souhaite une excellente journée à toutes. Au revoir. Au revoir.